Le millionnaire, après une maladie qui l'avait laissé paralysé, fut abandonné par tous. Son destin semblait scellé, jusqu'à ce que l'amour de sa femme de ménage change tout. Bordeaux, France. Aujourd'hui, Étienne Lambert possède tout. À 42 ans, cet homme d'affaires impitoyable règne sur un empire hôtelier de 300 millions d'euros. Costumes sur mesure, fiancés mannequins, amis influents. Il traverse la vie comme un conquérant, méprisant ceux qu'il juge invisibles. Le personnel de service, les gens ordinaires, tous ces petits qui ne comptent pas. Puis, un mardi de novembre, son corps le trahit. Maladie neurologique foudroyante, paralysie totale, perte de la parole, chance de récupération, 3%. En quelques semaines, le titan devient un corps inerte confiné dans la chambre 12 de son propre hôtel de luxe. Sa fiancée disparaît en pleine nuit. Ses amis s'évaporent. Son frère arrive avec des avocats pour s'emparer de sa fortune. Les médecins hochent la tête avec pitié. Pour le monde entier, Étienne Lambert est fini, sauf pour Juliette. Elle n'est qu'une femme de chambre de 28 ans, une fille simple de Toulouse que Lambert n'avait jamais remarquée. Mais là où tout le monde voit un cas perdu, elle voit un homme. Elle commence à le nourrir, à lui parler, à le soigner, même quand il ne peut pas répondre, même quand ses larmes silencieuses sont sa seule réponse. Contre toute attente médicale, Étienne commence à récupérer. Un doigt qui bouge, un mot balbutié. L'espoir renaît. Mais avec lui reviennent les vautours, anciens associés qui ont détourné des millions, ex-fiancés qui sent le vent tourner, famille qui réclame sa part. Et au milieu du chaos, une vérité s'impose. L'homme le plus riche de Bordeaux est tombé amoureux de la seule personne qui est restée quand il n'était rien. Mais peut-on construire un amour sur les ruines d'une vie détruite? Quand les mondes qui les séparent se dressent comme des murailles, quand une rechute brutale menace d'effacer tous les progrès. Entre la salle de kinésithérapie et les vignes de Saint-Émilion, entre les larmes et la résilience, deux âmes brisées vont découvrir que l'amour véritable ne se mesure pas en euros, mais en présence. Parfois, il faut tout perdre pour enfin tout trouver. Le soleil de novembre peinait à percer les nuages parisiens lorsqu'Étienne Lambert traversa le hall du Plaza Athénée, son costume brioni gris anthracite épousant parfaitement sa silhouette athlétique. À 42 ans, il incarnait cette élégance française que les magazines économiques adoraient photographier. Cheveux poivre et sel impeccablement coiffés, montre Patek Philippe au poignet, sourire carnassier qui ne montait jamais jusqu'aux yeux. « Monsieur Lambert, votre voiture vous attend », annonça le concierge avec une révérence à peine perceptible. Étienne ne répondit pas. Il ne répondait jamais aux salutations du personnel. Pourquoi le ferait-il? Ces gens étaient payés pour exister dans son orbite, comme les planètes tournent autour du Soleil, sans qu'il ait besoin de les remarquer individuellement. La Mercedes noire filait déjà vers le 16e arrondissement où l'attendait une réunion cruciale avec les investisseurs qataris. Lambert Hotels & Resorts comptait 23 établissements 5 étoiles à travers l'Europe. Paris, Londres, Rome, Barcelone, et Étienne préparait l'expansion vers Dubaï et Shanghai. Son empire valait 300 millions d'euros. Pas mal pour le fils d'un modeste restaurateur de Limoges qui avait grandi en lavant des assiettes dans l'arrière-cuisine familiale. « Vous avez 17 appels manqués, monsieur », dit son assistant Rémi en lui tendant un iPad. « Votre frère Maxime a encore essayé de vous joindre. Bloquez son numéro. » C'est déjà fait. Il a utilisé 3 téléphones différents. Étienne eut un sourire glacial. Maxime. Son frère cadet, ce raté pathétique qui avait dilapidé son héritage dans des investissements douteux et venait régulièrement mendier de l'argent. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, 10 ans auparavant, lors de l'enterrement de leur mère, Maxime avait osé lui reprocher son arrogance et son mépris pour la famille, comme si la famille avait jamais construit quoi que ce soit. Non, Étienne avait bâti son empire seul, avec ses dents, son intelligence et une détermination de fer. Autre chose? Claire a confirmé pour le gala de ce soir à l'Opéra Garnier. Elle portera la robe Dior que vous avez fait livrer. Claire Dubois. Mannequin de 29 ans, visage d'ange sur les couvertures de Vogue, fiancée parfaite pour les événements mondains. Ils devaient se marier en juin prochain au château de Versailles, mariage qui serait couvert par Paris Match et qui consoliderait encore davantage la position d'Étienne dans le Gotha français. Aimait-il Claire? La question ne se posait même pas.
Elle était belle, raffinée, savait sourire aux bonnes personnes. C'était suffisant. La réunion dura 4 heures. Les Qataris voulaient négocier les pourcentages, mais Étienne ne cédait jamais sur les termes. À 15h30, l'accord était signé. 50 millions d'euros d'investissement pour l'ouverture du Lambert Dubai Palm. Champagne, poignée de main, photos. Étienne jouait son rôle à la perfection, mais en réalité, son esprit était déjà ailleurs, calculant les prochaines étapes, les prochaines acquisitions, les prochaines victoires. C'est en sortant de l'immeuble, alors qu'il envoyait un message à Rémi, qu'Étienne sentit un vertige soudain. Le téléphone lui échappa des mains. Il voulut se rattraper au mur, mais ses jambes ne répondaient plus. Le trottoir monta vers son visage à une vitesse impossible. Le choc fut brutal, puis ce fut le noir. Étienne se réveilla aux urgences du CHU Pellegrin de Bordeaux. On l'avait transféré après les premiers examens à Paris. Les néons blancs du plafond lui brûlaient les yeux. Une infirmière vérifia ses constantes avec une efficacité mécanique. « Où suis-je » Sa voix lui parut étrangère, pâteuse. « Vous êtes au service de neurologie. Le docteur Moreau va venir vous parler. » Les jours suivants furent un cauchemar de scanner, IRM, ponction lombaire, batterie de tests. Étienne, habitué à tout contrôler, se retrouvait nu dans une blouse d'hôpital, piqué, scanné, manipulé, comme un objet d'étude. Les médecins échangèrent des regards graves. Claire venait le voir 1 heure par jour, parfumé et maquillé, mais gardait ses distances, comme si la maladie était contagieuse. Le docteur Christophe Moreau, 50 ans, lunettes d'écaille, air de celui qui a vu trop de tragédies, finit par s'asseoir au bord du lit un jeudi matin. « Monsieur Lambert, les résultats sont formels. Vous souffrez d'une maladie neurodégénérative rare appelée syndrome de Guillain-Barré sévère, avec complications. Votre système immunitaire attaque vos nerfs périphériques. » Étienne le fixa. « Quel est le traitement ? » « Nous allons faire des immunoglobulines, de la plasmaphérèse, de la rééducation intensive. Mais je dois être honnête avec vous. » Le médecin hésita. « Les chances de récupération complète sont extrêmement faibles. Moins de 3% dans les cas comme le vôtre. »« 3%, répéta Étienne, comme si les mots refusaient de pénétrer son cerveau. « La paralysie va progresser. Bientôt, vous ne pourrez plus marcher, peut-être plus parler. Vous aurez besoin d'une assistance totale pour les actes quotidiens. Je suis désolé. » Claire ne vint pas ce soir-là, ni le lendemain. Le 3e jour, elle envoya un message via Rémi. « Je ne peux pas faire ça, Étienne. Je suis désolé. » Les faire-part de mariage furent annulés. La bague, un diamant de 5 carats, fut renvoyée par coursier. En 2 semaines, le corps d'Étienne devint une prison. Il ne pouvait plus soulever une cuillère. Parler lui demandait un effort surhumain et souvent, seuls des borborigmes sortaient. On le transféra dans la chambre 12 du Grand Hôtel Lambert de Bordeaux, décision pratique des administrateurs qui géraient maintenant ses affaires. Cela coûtait moins cher qu'une clinique privée, et l'hôtel possédait un personnel médical de base. La chambre 12, celle qu'il avait lui-même fait décorer avec du marbre de Carrare, des rideaux de soie sauvage, une vue sur la Garonne. Celle où dormaient les stars hollywoodiennes de passage. Maintenant, elle sentait l'antiseptique et la maladie. Les premiers jours furent un enfer. Les infirmières le tournaient dans le lit comme un sac de sable. Les repas liquides étaient versés dans sa gorge avec impatience. Personne ne lui parlait vraiment. On parlait de lui, autour de lui, au-dessus de lui, mais jamais à lui. Étienne Lambert, le titan, était devenu un meuble encombrant. Juliette Armand poussa le chariot de ménage dans le couloir du 3e étage, ses chaussures blanches couinant sur le parquet ciré. 6 heures du matin. L'hôtel dormait encore, mais elle était déjà debout depuis 5 heures. Levée, douche rapide dans son studio de Bacalan, tramway bondé jusqu'au centre-ville, pointage, enfilage de l'uniforme gris qui sentait la lavande industrielle. 28 ans, cheveux châtains attachés en queue de cheval serrée, visage sans maquillage, où brillaient des yeux noisettes fatigués mais doux. Juliette travaillait au Grand Hôtel Lambert depuis 4 ans. Avant ça, elle avait été serveuse à Toulouse, aide-soignante dans une maison de retraite, vendeuse dans une boulangerie. La vie ne lui avait pas fait de cadeaux, mais elle ne se plaignait jamais. « Chambre 12 aujourd'hui », dit Nadia, la chef d'équipe, une Marocaine sèche et efficace. « Le patron est là-dedans. Enfin, l'ancien patron. »« Monsieur Lambert ?»« Celui-là même. Fais gaffe, il y a des infirmières qui passent. Nettoie vite et bien, pas de bruit. » Juliette acquiesça. Elle avait entendu les rumeurs.
Étienne Lambert, l'homme qui terrorisait le personnel avec ses inspections surprises et ses exigences impossibles, était maintenant alité, paralysé, réduit au silence. Certains employés ricanaient dans la salle de pause. « Karma », disait-il. Juliette ne trouvait pas ça drôle. Elle frappa doucement avant d'entrer. Personne ne répondit, évidemment. La chambre était plongée dans une pénombre grisâtre, rideaux tirés, air confiné malgré la ventilation. L'homme dans le lit ne bougeait pas. Juliette commença son travail en silence. Passer l'aspirateur, changer les poubelles, nettoyer la salle de bain, réapprovisionner les serviettes. Elle évitait de regarder le lit, mal à l'aise. Mais alors qu'elle s'approchait pour changer l'eau de la carafe, elle croisa son regard. Des yeux gris acier, encore vifs malgré l'immobilité du corps. Des yeux qui la fixaient avec une intensité dérangeante. Pas de colère, pas de mépris. Juste une présence, une conscience. « Bonjour, monsieur », dit-elle instinctivement avant de se sentir stupide. Pourquoi parler à quelqu'un qui ne pouvait pas répondre? Mais quelque chose dans ses yeux lui répondit. Une reconnaissance, peut-être, ou simplement de la solitude abyssale. Elle finit son travail, mais avant de sortir, se retourna. « Je reviendrai demain. Bonne journée, monsieur Lambert. » Les jours suivants, Juliette prit l'habitude d'échanger quelques mots avec l'homme silencieux de la chambre 12. Rien d'extraordinaire, juste « il fait froid aujourd'hui » ou « les travaux sur le quai vont durer tout l'hiver, on entend les marteaux-piqueurs jusqu'ici ». Elle ne s'attendait pas à des réponses, mais elle sentait qu'il écoutait. Un matin, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Le plateau repas du petit-déjeuner posé sur la table roulante était intact. La bouillie d'avoine avait refroidi, formant une croûte grisâtre. Le jus d'orange n'avait pas été touché. « Vous n'avez pas mangé ?» demanda-t-elle, sourcils froncés. Étienne la regarda. Impossible de savoir ce qu'il pensait. « Attendez !» Elle sortit dans le couloir, chercha une infirmière. Trouva Mathilde, une femme bourrue de 50 ans, qui fumait en cachette près de la cage d'escalier. Le patient de la 12 n'a pas pris son petit déjeuner. Et alors, il doit manger. Mathilde soupira avec agacement. « Écoute, ma belle, on a 17 patients dans cet étage. Si monsieur refuse de se nourrir, c'est son problème. On ne peut pas forcer. Mais on a des protocoles. S'il refuse 3 repas d'affilée, on met une sonde. Point. Maintenant, laisse-moi finir ma pause. » Juliette retourna dans la chambre, révoltée. Une sonde? Comme un animal qu'on gave? Elle regarda Étienne Lambert, cet homme qui avait été si puissant, maintenant réduit à l'impuissance la plus totale. « Je vais vous aider, » dit-elle doucement. Elle approcha une chaise, saisit la cuillère, remua la bouillie pour la réchauffer un peu en soufflant dessus. Puis, avec une douceur infinie, elle porta la cuillère aux lèvres d'Étienne. « Allez, juste un peu. » Il résista d'abord, puis entr'ouvrit la bouche. La bouillie coula maladroitement, quelques gouttes glissèrent sur son menton. Juliette essuya avec une serviette, comme elle l'aurait fait pour un enfant. Voilà, c'est bien. Encore un peu. Ce matin-là, elle passa 40 minutes à le nourrir, bouchée après bouchée. C'était ridicule. Elle avait 6 autres chambres à nettoyer. Nadia allait râler, mais elle s'en fichait. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un traitait Étienne Lambert comme un être humain. Quand elle termina, elle croisa de nouveau son regard. Et cette fois, elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez personne. Des larmes silencieuses coulant sur ses joues creuses. « Oh non, ne pleurez pas », murmura-t-elle en essuyant délicatement son visage. « Vous allez vous en sortir, je le sais. » Étienne ne pouvait pas parler, mais au fond de lui, quelque chose se brisa et se reconstruit en même temps. Les semaines s'écoulèrent dans une routine mécanique. Lever du soleil sur la Garonne, arrivée de Juliette, nettoyage, petit déjeuner partagé en silence, puis les heures interminables où Étienne fixait le plafond en écoutant les bruits du monde extérieur, les conversations des employés dans le couloir, les rires des clients qui déjeunaient à la terrasse en contrebas, les cloches de la cathédrale Saint-André qui sonnèrent les heures. Personne ne venait. Ou plutôt, ceux qui venaient ne restaient pas. Rémi, son ancien assistant, passa une fois. Il resta debout près de la porte, refusant de s'asseoir, consultant nerveusement sa montre. « Les affaires continuent, monsieur Lambert. Bertrand Leclerc a pris la direction par intérim. Les actionnaires. Enfin, ils estiment que vous devez vous concentrer sur votre santé. » Traduction, ils m'ont écarté. Votre frère Maxime a déposé une requête au tribunal. Il veut être nommé tuteur légal.
Les avocats s'en occupent. Maxime, évidemment. Bon, je dois y aller. Réunion à Paris. Prenez soin de vous. Il ne revint jamais. Claire envoya des fleurs, des roses blanches, ironiquement les mêmes qu'Étienne lui offrait chaque semaine auparavant. La carte disait « Je pense à toi. Courage. C. » 2 semaines plus tard, Paris Match publia des photos d'elle au bras d'un producteur de cinéma lors d'une avant-première à Cannes. Les amis, volatilisés. Jean-Marc, son partenaire de golf, qui venait boire des whiskies dans son bureau tous les vendredis. Silence. Valérie et Thomas, le couple avec qui il dînait au Pré-Catelan, disparus. Tout s'avère des excuses. Emploi du temps chargé, problèmes personnels. On t'appellera bientôt. Mais bientôt ne venait jamais. Étienne comprenait maintenant une vérité glaciale. Il n'avait jamais eu d'amis. Il avait eu des relations utiles, des contacts stratégiques, des faire-valoir. Personne ne l'avait jamais aimé, lui. Ils avaient aimé son pouvoir, son argent, son réseau. Maintenant qu'il n'était plus qu'un corps brisé, il ne servait à rien. La seule constante était Juliette. Elle arrivait chaque matin à 6h15 précise, ouvrait les rideaux pour laisser entrer la lumière pâle de novembre, puis décembre, parlait de tout et de rien, de la météo, d'un livre qu'elle lisait dans le tramway, de sa sœur Émilie qui était enceinte de son 3e enfant à Toulouse. « Vous savez, monsieur Lambert, quand j'étais petite, mon père nous emmenait voir les vignes en automne. Il disait que c'était la plus belle saison, quand les feuilles deviennent dorées et que les raisins sont récoltés. Il travaillait dans une coopérative près de Gaillac. Étienne écoutait. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Mais peu à peu, ces histoires simples devinrent son ancrage. Juliette ne parlait pas business, stratégie, cours de la bourse. Elle parlait de vie, de vraie vie. Un matin, alors qu'elle l'aidait à boire son café au lait, elle remarqua que ses mains tremblaient. « Vous allez bien ?» Il ne pouvait pas répondre. Mais ses yeux disaient tout. « Non, je ne vais pas bien. Je voudrais mourir. Écoutez-moi, » dit-elle fermement, posant la tasse pour prendre sa main inerte. « Je sais que c'est dur. Je ne peux pas imaginer ce que vous vivez. Mais vous êtes encore là. Votre cœur bat. Votre esprit est intact. Vous pouvez encore vous battre. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Étienne. Pas des larmes de faiblesse, des larmes de gratitude désespérée. « Vous n'êtes pas seul, » murmura Juliette. « Je suis là, et je ne partirai pas. » C'était une promesse absurde. Elle n'était qu'une femme de chambre, et lui, un patron déchu. Mais à cet instant précis, Étienne Lambert comprit quelque chose qu'il n'avait jamais compris en 42 années d'existence. La valeur d'un être humain ne se mesurait pas à son compte en banque ou à son statut social. Elle se mesurait à sa capacité de rester quand tout le monde partait. Janvier apporta le froid. Bordeaux se couvrit d'un brouillard épais qui montait de la Garonne et enveloppait la ville comme un linceul. Dans la chambre 12, l'atmosphère était à peine plus chaleureuse. Les médecins avaient été clairs. La rééducation neurologique nécessitait une discipline de fer et des années d'efforts sans garantie de résultat. Étienne avait un kinésithérapeute qui venait 3 fois par semaine, un certain Franck, la quarantaine sportive, qui manipulait ses membres avec une efficacité clinique mais zéro empathie. On plie le genou. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant l'autre. Étienne détestait ces séances. Non seulement elles étaient douloureuses, ses muscles atrophiés protestaient à chaque mouvement, mais elles lui rappelaient constamment ce qu'il avait perdu. Il se souvenait encore du dernier marathon qu'il avait couru, du tennis qu'il jouait chaque samedi, de la sensation de puissance quand il serrait une main lors d'une négociation. Maintenant, il ne pouvait même pas bouger ses orteils. Juliette remarqua sa frustration. Un soir, après son service, elle resta. Elle avait emprunté un livre à la bibliothèque municipale, Rééducation neurologique, méthode et protocole. Je ne suis pas kinésithérapeute, monsieur Lambert, mais je peux peut-être vous aider en dehors des séances officielles. Juste, des petits exercices. Étienne la regarda incrédule. Pourquoi faisait-elle ça? Qu'espérait-elle obtenir? Mais Juliette ne semblait rien attendre en retour. Elle s'assit à côté du lit et commença à masser doucement sa main droite, suivant les instructions du livre. Il faut stimuler les nerfs, doucement, régulièrement. Ses doigts étaient chauds, patients. Elle ne disait rien, concentrée. Étienne sentit quelque chose d'étrange, une sensation qu'il avait oubliée. Le toucher humain bienveillant. On va essayer de bouger ce pouce, d'accord?
Elle plaça son doigt sous celui d'Étienne, appliqua une légère pression. « Allez, essayez. Juste 1 millimètre. Rien, c'est pas grave, on réessayera demain. » Et elle réessaya. Tous les soirs, pendant des semaines. Après son service de 12 heures, au lieu de rentrer chez elle s'effondrer devant la télé, Juliette montait à la chambre 12 et travaillait avec Étienne. 21 minutes, 30, parfois 1 heure. Les autres employés la prenaient pour une folle. « Pourquoi tu perds ton temps ?» demanda Nadia un jour au réfectoire. « Je ne perds pas mon temps. »« Ah, il va mourir, Juliette. Ou rester légume toute sa vie, les médecins l'ont dit. Les médecins ne savent pas tout. Tu t'attaches, c'est dangereux. C'est pas ton père, c'est pas ton frère. C'est rien pour toi. » Juliette reposa sa fourchette. « Justement, il n'a personne. Alors oui, je m'attache. » Et alors, Nadia secoua la tête, mais n'ajouta rien. C'était un mardi. Juliette se souvenait du jour parce que le soleil était enfin revenu après 2 semaines de pluie battante. Elle était en train d'aider Étienne à boire son café, tenant la tasse près de ses lèvres, quand elle sentit quelque chose. Un frémissement. Elle baissa les yeux vers la main d'Étienne, posée sur le drap. L'index avait bougé. À peine 1 millimètre, mais il avait bougé. « Monsieur Lambert !» Sa voix trembla. « Refaites-le, s'il vous plaît. » Étienne concentra toute son énergie, toute sa volonté, toute son âme dans cet unique doigt. Et il bougea. De nouveau, plus nettement cette fois. Juliette éclata en sanglots. Elle posa la tasse, saisit sa main et la serra contre son front. « Vous voyez? Vous voyez? Je le savais. Oh mon Dieu, je le savais. » Des larmes coulaient sur les joues d'Étienne aussi. Pour la première fois depuis des mois, il ne pleurait pas de désespoir. Il pleurait d'espoir. « Vous allez revenir, » murmura Juliette en souriant à travers ses larmes. « Un pas à la fois, monsieur Lambert. Un doigt aujourd'hui, une main demain. Vous allez revenir. » Ce soir-là, elle ne rentra pas chez elle avant minuit. Elle resta à ses côtés, travaillant chaque doigt, chaque muscle, avec une détermination farouche. Étienne était épuisé, en sueur, mais il continuait. Parce que pour la première fois depuis sa chute, il avait quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. Il avait de l'espoir, et il avait quelqu'un qui croyait en lui. Le mouvement du doigt ne fut qu'un début. Dans les semaines qui suivirent, Étienne progressa avec une lenteur exaspérante mais constante. Un poignet qui se tordait, un coude qui se pliait, des sons gutturaux qui, petit à petit, ressemblaient à des mots. Ju, li, et. C'était un matin de février, presque 3 mois après la chute. Juliette, en train de changer les draps, se figea. « Vous avez dit mon prénom ? Liette, répéta-t-il, la voix éraillée, méconnaissable, mais sa voix. Elle se jeta à genoux près du lit, les yeux brillants. « Oui, c'est moi. Oh mon Dieu, Étienne, vous parlez. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom. Cela lui avait échappé dans l'émotion. Elle rougit, s'apprêtant à s'excuser, mais Étienne sourit. Un sourire tordu, asymétrique à cause de la paralysie faciale, mais un vrai sourire. « Mère, si, articula-t-il difficilement. Ne me remerciez pas, c'est vous qui vous battez. Moi, je suis juste. Là. Non, dit-il avec effort, chaque syllabe arrachée. Toi, seul, restez. Les mots étaient simples, maladroits, mais chargés d'une vérité absolue. Juliette dut détourner le regard pour cacher ses larmes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Lambert parle de nouveau. Lambert bouge ses bras. Les infirmières, d'abord sceptiques, durent admettre que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Le docteur Moreau lui-même revint examiner Étienne, stupéfait. « C'est inattendu », admit-il en consultant les rapports. « Vous êtes dans les 3%, monsieur Lambert, félicitations. La rééducation devra s'intensifier. » Mais ce qui aurait dû être une célébration attira également des présences indésirables. Maxime Lambert débarqua un jeudi après-midi, accompagné d'un avocat en costume 3 pièces et d'un huissier. Il avait pris du poids depuis leur dernière rencontre, le visage bouffi, le regard fuyant mais cupide. « Mon frère, dit-il avec un sourire mielleux en entrant dans la chambre, on me dit que tu vas mieux. Quelle merveilleuse nouvelle !» Étienne, assis dans son fauteuil roulant, première victoire récente, le fixa avec une intensité glaciale. « Qu'est-ce ? Tu veux ? » « Du calme, Étienne. Je viens en paix. » Maxime tira une chaise et s'assit sans y être invité. « Écoute, pendant que tu étais indisposé,
j'ai pris certaines dispositions. Pour protéger tes intérêts, tu comprends. Men, songe, je t'assure. Mais maintenant que tu récupères, on doit régulariser les choses. Maître Fournier ici présent a préparé des documents. Tu signes, je renonce à la tutelle et on peut tous continuer nos vies. L'avocat déposa une liasse de papiers sur la table. Étienne n'avait pas besoin de les lire pour comprendre. Maxime voulait sa signature pour valider rétroactivement des décisions prises en son absence. « Va-t'en » articula Étienne. « Sois raisonnable. »« Va-t'en » La voix d'Étienne monta soudainement, tremblante de rage. L'effort le laissa pantelant, mais Maxime recula, déstabilisé. « Tu fais une erreur » dit-il en récupérant les documents. « Une grosse erreur, on se reverra au tribunal. » Après leur départ, Étienne resta prostré, tremblant de colère et d'épuisement. Juliette, qui avait assisté à la scène depuis le seuil, s'approcha doucement. « Votre frère, il a l'air pourri », compléta Étienne avec un rictus amer. « Toujours. Été. Vous avez besoin d'un avocat, un vrai. Jean avait. Dupuis, mais parti. Aussi. » Juliette réfléchit un instant. « Mon oncle connaît un avocat à Bordeaux, Maître Rousseau. Il est honnête. Je peux demander. » Étienne la regarda longuement. Cette femme qui nettoyait sa chambre il y a quelques mois était maintenant en train d'organiser sa défense juridique. Comment en était-il arrivé là? Pourquoi? Tu fais tout ça? La question flotta entre eux, lourde de sous-entendus. Juliette s'assit sur le rebord de la fenêtre, fixant la Garonne en contrebas. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle. « Au début, c'était juste. De la compassion, je suppose. Vous étiez seul. Personne ne méritait ça. Mais maintenant, » elle chercha ses mots. « Maintenant, je crois que je me suis attaché. Pas au monsieur Lambert d'avant, celui que je n'ai jamais vraiment connu, mais à l'homme que vous êtes devenu. Infirme? Non. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants. « Un homme humain. » Mars apporta les premières douceurs du printemps. Les magnolias fleurissaient le long des quais et Bordeaux se réveillait de son engourdissement hivernal. Étienne progressait remarquablement. Il pouvait maintenant bouger ses bras avec une relative aisance, prononcer des phrases courtes, même si l'effort restait considérable. Maître Vincent Rousseau, un homme de 60 ans aux cheveux blancs et aux yeux perçants, accepta de reprendre le dossier Lambert. Après 2 semaines d'investigation, il découvrit l'ampleur des dégâts. « Monsieur Lambert, la situation est grave », annonça-t-il lors d'une réunion dans la chambre 12. Document étalé sur le lit médicalisé. Pendant votre incapacité, Bertrand Leclerc, votre directeur financier, a orchestré un détournement systématique. Compte offshore, fausses factures, virements suspects, on parle de près de 8 millions d'euros. Étienne sentit la colère monter, brûlante. Leclerc, cet homme qu'il avait formé, promu, en qui il avait eu confiance. Et mon frère? Votre frère a tenté de se faire nommer tuteur légal pour contrôler vos actifs. Heureusement, votre récupération a bloqué la procédure. Mais il maintient sa demande. Qu'est-ce? Je peux faire? Reprendre le contrôle, publiquement. Vous présenter aux prochaines réunions du conseil d'administration. Montrer que vous êtes compétent et porter plainte contre Leclerc. Juliette, assise discrètement dans un coin, observait la scène. Elle voyait Étienne se transformer sous ses yeux. L'homme brisé du début reprenait vie, non pas par soif de pouvoir, mais par soif de justice. « Je vais me battre », dit Étienne, la mâchoire serrée. Les semaines suivantes furent intenses. Kinésithérapie le matin, orthophonie l'après-midi, révision de dossiers financiers le soir avec Maître Rousseau. Étienne dormait à peine, poussé par une rage froide. Juliette était là, constamment, apportant du café, des documents, une présence apaisante, quand la frustration menaçait de le submerger. « Vous allez vous épuiser », lui dit-elle un soir, alors qu'il était encore penché sur des bilans financiers à 23 heures. « Je dois récupérer ce qu'on m'a volé. » « Oh, ce n'est pas l'argent qui compte. » Il leva les yeux vers elle, surpris. « Alors, quoi? Votre dignité, votre vie, les gens qui vous aiment vraiment. » Elle hésita. « Si vous avez encore des gens qui vous aiment. » Étienne posa son stylo. La question implicite flottait entre eux, chargée d'électricité. « Juliette, tu es la seule personne qui soit restée, la seule qui me voit, vraiment. Pas mon argent, pas mon nom. Moi, je sais, murmura-t-elle, c'est.
C'est dangereux. Quoi donc? Ce qu'on tu ressens, toi et moi. Le silence tomba, lourd, palpable. Juliette déglutit difficilement. Depuis des semaines, elle refoulait cette vérité, mais elle ne pouvait plus la nier. Elle était tombée amoureuse d'Étienne Lambert. Pas du patron, pas du millionnaire, de l'homme vulnérable qui avait appris l'humilité dans la douleur. On vient de mondes différents, dit-elle enfin. Je m'en fous. Vous dites ça maintenant. Mais quand vous irez mieux, quand vous retrouverez votre vie, je ne veux pas. Retrouver mon ancienne vie, coupa-t-il, avec une intensité surprenante. Elle était vide, dorée, mais vide. Juliette sentit les larmes monter. Ne dites pas des choses que vous ne pensez pas vraiment. Viens ici, ordonna-t-il doucement. Elle s'approcha, incertaine. Étienne leva sa main tremblante et la posa sur la joue de Juliette. Le geste était maladroit, mais empli d'une tendresse absolue. « Je suis sérieux », articula-t-il. « Je ne sais pas. Comment dire autrement ?» Juliette ferma les yeux, appuyant sa joue contre cette main qui, quelques mois plus tôt, ne pouvait même pas bouger. Une main qu'elle avait massée, stimulée, ramenée à la vie. « Moi aussi », souffla-t-elle. « Moi aussi, je ressens quelque chose. Mais j'ai peur. De quoi? Que ce soit. Temporaire. Que vous vous réveilliez un jour et réalisiez que je ne suis qu'une femme de chambre. » Étienne secoua la tête avec force. « Tu n'es pas une femme de chambre. Tu es la personne qui m'a sauvé. » La nouvelle du miracle Lambert atteignit Paris. Les journaux économiques publièrent des articles. Le phénix des affaires. Lambert défie la médecine. Avec la publicité vint l'invasion. Claire Dubois se présenta un matin d'avril, vêtue d'un tailleur Chanel blanc, lunettes de soleil Dior sur le nez, parfum Guerlain dans son sillage. Juliette la croisa dans le couloir alors qu'elle montait avec son chariot. « Vous êtes ?» demanda Claire avec ce ton condescendant que seules les Parisiennes maîtrisent vraiment. « Juliette, je m'occupe de la chambre de Monsieur Lambert. »« Oh !» Claire la jaugea de haut en bas, remarquant l'uniforme gris, les mains rougies par les produits d'entretien. « Il reçoit des visites? Il faudrait demander aux infirmières. »« Merci. » Claire passa sans un regard de plus. Juliette serra les poings. Elle savait qui était cette femme. Celle qui avait fui quand Étienne était tombé. Celle qui maintenant, sentant le vent tourner, revenait comme un vautour. Dans la chambre 12, Étienne était assis dans son fauteuil en train de travailler sa prononciation avec l'orthophoniste. Quand Claire entra, l'orthophoniste s'éclipsa discrètement. « Étienne !» dit Claire avec un sourire éblouissant. « Mon Dieu, on m'avait dit que tu allais mieux, mais je ne pensais pas. Tu as l'air tellement... vivant ?» compléta-t-il sèchement. « Oui, exactement. » Elle s'approcha, voulut l'embrasser sur la joue, mais il se détourna légèrement. « Pourquoi? Tu es là ?» Claire prit un air blessé. « Parce que je me fais du souci pour toi. On était fiancés, Étienne. J'ai paniqué quand tu es tombé malade. Je sais que j'aurais dû rester, mais j'étais jeune, effrayé. Tu es parti sans un mot. Je sais, et je le regrette, chaque jour. » Elle s'agenouilla devant lui, les yeux humides. Un truc qu'elle maîtrisait parfaitement. « Mais je suis là maintenant, on pourrait. Recommencer ?» Étienne la regarda longuement. Il y a 6 mois, il aurait peut-être été touché. Mais maintenant, il voyait clair. Claire n'était pas revenue par amour. Elle était revenue parce que le journal Le Figaro avait publié un article sur sa fortune estimée à 200 millions d'euros. « Non, dit-il simplement. « Quoi? Non, on ne recommencera rien. Va-t'en. » Le masque de Claire se fissura. « Tu es sérieux? Après tout ce qu'on a vécu? On n'a rien vécu. On s'est exhibé. Dans des galas, des photos, c'était du vent. Et elle ?» Claire cracha le mot avec mépris. « Cette petite souillon que j'ai croisée dans le couloir, c'est elle qui te remplit la tête ?» Le sang d'Étienne ne fit qu'un tour. « Ne parle pas d'elle, comme ça. Oh mon Dieu !» Claire éclata d'un rire hystérique. « Tu es tombé amoureux de la femme de ménage? C'est pathétique. Sors. Étienne, réfléchis. Cette fille te manipule. Elle te voit faible. Elle en profite. Dès que tu iras mieux, elle te quittera avec un bon chèque. Sors !» hurla-t-il avec une force qu'il ne se connaissait plus. Claire recula, choquée. Puis, reprenant contenance, elle ajusta son sac à main et se dirigea vers la porte. « Tu le regretteras », lâcha-t-elle avant de sortir en claquant la porte. Juliette, qui nettoyait la chambre voisine,
avait tout entendu à travers la cloison. Elle n'avait pas voulu écouter, mais les voix portaient. Quand elle vit Claire sortir furieuse, elle hésita. Devait-elle aller voir Étienne ou lui laisser de l'espace? Elle choisit la première option. « Vous allez bien ?» demanda-t-elle en entrant doucement. Étienne avait le visage rouge, la respiration saccadée. « Oui, excuse-moi, tu as entendu. Un peu. Ce qu'elle a dit. Sur toi. C'est faux. Tu ne me manipules pas. » Juliette s'assit sur le lit, fatiguée. « Je sais, mais elle a raison sur un point. » « Lequel ? On vient de mondes différents. Vous êtes vous, et je suis moi. Quand vous irez vraiment mieux, vous réaliserez. »« Arrête !» Étienne frappa l'accoudoir de son fauteuil avec frustration. « Arrête de décider, à ma place. Ce que je vais penser, je ne veux pas vous voir regretter. La seule chose que je regretterais, c'est de te perdre. » Ils se regardèrent, le silence vibrant entre eux. Juliette sentit son cœur battre la chamade. Elle savait qu'il franchissait une ligne invisible, mais elle ne pouvait plus reculer. « Moi non plus, » murmura-t-elle. « Je ne veux pas vous perdre. » Mai arriva avec ses journées chaudes et ses nuits douces. Étienne avait fait suffisamment de progrès pour utiliser un déambulateur. Il pouvait marcher sur quelques mètres, lentement, difficilement, mais c'était une victoire monumentale. Maître Rousseau organisa une réunion extraordinaire du conseil d'administration de Lambert Hotels and Resorts. Bertrand Leclerc et ses complices ne s'y attendaient pas. Ils croyaient Étienne encore trop faible pour représenter une menace. La réunion se tint dans la salle de conférence du Grand Hôtel Lambert, au dernier étage, avec vue panoramique sur Bordeaux. Quand Étienne entra, appuyé sur son déambulateur, le silence tomba comme une chape de plomb. Leclerc, 55 ans, costume Armani, calvitie naissante, pâlit visiblement. « Messieurs, dit Étienne en s'asseyant péniblement. Sa voix était encore hésitante, mais audible. « Je suis venu reprendre ce qui est à moi. »« Étienne, commença Leclerc avec un sourire nerveux. Quelle surprise. Nous ne t'attendions pas. Tu devrais te reposer. J'ai assez reposé. » Étienne fit un signe à Maître Rousseau qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil. « Vous trouverez là-dedans, expliqua l'avocat, les preuves d'un détournement de fonds systématique orchestré par M. Leclerc et 2 de ses collaborateurs. 8,3 millions d'euros détournés sur 18 mois. Compte offshore à Jersey, fausse facture de sous-traitance, commission fictive. » Les administrateurs indépendants ouvrirent les dossiers, choqués. Leclerc se leva d'un bond. « C'est ridicule. Des accusations sans fondement. Les virements sont tracés, dit Étienne calmement. Les emails récupérés. Tu pensais que je ne reviendrais pas. Tu étais mourant. Erreur. » Leclerc comprit qu'il était piégé. Son visage passa de la colère à la panique. « Écoutez, on peut discuter. Je peux rembourser. » Trop tard. Étienne se tourna vers le conseil. « Je demande le vote de destitution immédiate de Leclerc et ses complices, et je porte plainte au pénal. » Le vote fut unanime. En 15 minutes, Bertrand Leclerc et 2 directeurs furent escortés hors du bâtiment par la sécurité. La nouvelle fit les gros titres dès le soir même, mais la victoire avait un coût. L'effort de la réunion, la tension, les émotions, tout cela épuisa Étienne complètement. De retour dans sa chambre, il s'effondra dans le lit, tremblant de fatigue. « Vous avez été incroyable !» dit Juliette en l'aidant à s'installer confortablement. « Je suis crevé. Dormez, vous l'avez mérité. » Mais cette nuit-là, Étienne ne dormit pas bien. Des crampes douloureuses le réveillèrent plusieurs fois. Au matin, il se sentait étrangement faible. « Ça va passer, dit-il quand Juliette s'inquiéta. » Mais ça ne passa pas. C'était un jeudi après-midi, 3 jours après la réunion du conseil. Étienne faisait sa séance de kinésithérapie quotidienne avec Franck. Juliette était dans la chambre en train de changer les draps. « Allez, monsieur Lambert, encore 10 pas avec le déambulateur. Vous pouvez le faire. » Étienne se leva, s'appuya sur le cadre métallique. Fit un pas, 2, 3. Puis son genou droit se déroba. Il s'effondra brutalement, entraînant le déambulateur dans sa chute. Franck se précipita, mais trop tard. Étienne gisait au sol, conscient mais incapable de se relever. « Monsieur Lambert,
Vous m'entendez? Je ne sens plus. Mes jambes, murmura Étienne, la voix blanche. Juliette laissa tomber les draps et se précipita. Appelez les médecins, vite! Ce qui suivit fut un tourbillon d'examens, de scanners, de médecins au visage grave. Le docteur Moreau revint avec un diagnostic dévastateur. Vous avez subi une crise neurologique secondaire. Le stress intense de ces dernières semaines, combiné à la fragilité de votre système nerveux, a provoqué une nouvelle inflammation. Les progrès que vous aviez faits, il marqua une pause douloureuse. Ils sont en grande partie perdus. Étienne fixa le plafond hébété. Combien? De temps? Pour récupérer de nouveau? Des mois. Peut-être un an. Si vous récupérez. Je suis désolé, monsieur Lambert. Quand les médecins sortirent, le silence dans la chambre fut assourdissant. Étienne ne bougeait pas, ne parlait pas. Juliette s'approcha, lui prit la main. « Étienne, laisse-moi, dit-il d'une voix morte. « Non, laisse-moi. » Elle tressaillit mais ne bougea pas. « Je ne partirai pas. Je suis retourné à zéro. Pire qu'au début. C'est fini. Ce n'est pas fini. Si. » Il tourna la tête vers elle, les yeux rouges. « J'ai cru que je pouvais revenir, que je pouvais te mériter. Mais regarde-moi, je suis un déchet. » Juliette sentit les larmes couler sur ses joues. « Taisez-vous, ne dites pas ça. Pourquoi tu restes? Chemem, pourquoi tu gâches ta vie? Pour moi? Parce que je vous aime, espèce d'idiot, cria-t-elle soudainement, la voix brisée. Parce que je vous aime et que je m'en fous que vous soyez dans un fauteuil ou debout. Je m'en fous de votre argent, de votre nom, de votre empire. Je vous aime. Vous. » Le silence retomba, électrique. Étienne la regardait, bouche ouverte, incapable de parler. Personne ne lui avait jamais dit ça, pas comme ça. Pas avec cette intensité brute, désespérée, vraie. Il chercha ses mots. « Je ne mérite pas. Taisez-vous. » Elle s'assit sur le bord du lit, prit son visage entre ses mains. « Vous avez le droit d'avoir peur. Vous avez le droit d'être en colère, mais vous n'avez pas le droit d'abandonner. Pas après tout ce chemin. Et vous n'avez pas le droit de décider à ma place si ça vaut le coup ou non. Juliette, je reste, que ça vous plaise ou non. » Étienne ferma les yeux. Des larmes coulèrent silencieusement. Pour la première fois de sa vie, il se sentait aimé, vraiment aimé, sans condition, sans attente, juste aimé pour ce qu'il était, même brisé, même diminué, même désespéré. « Je t'aime, aussi, » murmura-t-il. « Je crois que je t'aime, depuis le premier jour où tu m'as. » Regardez dans les yeux. Juliette posa son front contre le sien, les larmes se mélangeant. « Alors on va se battre, ensemble, d'accord? D'accord. » Les semaines qui suivirent furent les plus sombres. Étienne retomba dans un état proche de celui du début. Immobilité presque totale, paroles laborieuses, dépendance complète. Mais cette fois c'était pire, car il savait ce qu'il avait perdu. Il avait goûté à la liberté retrouvée, puis on la lui avait arrachée de nouveau. Il refusa de manger pendant 3 jours, refusa les séances de kinésithérapie, restait allongé, fixant le plafond, prisonnier de son propre corps et de son désespoir. Juliette épuisa toutes ses ressources émotionnelles. Elle pleurait la nuit dans son studio, puis revenait chaque matin avec un sourire fatigué mais déterminé. Elle le nourrissait à la cuillère, changeait ses draps, lui lisait des livres même quand il ne réagissait pas. « Vous vous souvenez de ce que vous m'avez dit ?» demanda-t-elle un soir assise dans le fauteuil près de son lit. « Vous m'avez dit que je vous avais donné de l'espoir. Maintenant, laissez-moi vous le rendre. » Étienne ne répondit pas. « Quand j'avais 12 ans, continua-t-elle doucement, mon père a eu un accident de tracteur. Il est resté paralysé pendant 6 mois. Les médecins disaient qu'il ne marcherait plus. Ma mère pleurait tous les soirs. Moi, je priais. Et vous savez quoi? Il a remarché. Pas comme avant, mais il a remarché. Il a fallu 1 an, mais il l'a fait. Ce n'est pas la même chose, murmura Étienne. Non, c'est pire pour vous. Mais ça veut dire que s'il lui a pu, vous pouvez aussi. Pourquoi? Tu y crois? Tellement. Juliette se leva, s'approcha, prit sa main inerte. Parce que je vous connais maintenant. L'homme que vous êtes devenu. Vous n'êtes pas un lâcheur. Si. Non. Un lâcheur aurait abandonné après la première rechute. Vous, vous êtes remonté. Vous avez affronté Leclerc. Vous avez reconquis votre entreprise. Vous avez tout donné. Ce n'est pas lâcher ça, c'est se battre jusqu'au bout.
Et si, ce bout, c'est maintenant? Alors on trouvera un nouveau bout, et un autre après. Elle sourit à travers ses larmes. Je ne vous lâcherai pas, Étienne, jamais. Cette nuit-là, pour la première fois en 2 semaines, Étienne accepta de manger un peu de soupe. C'était un début minuscule, mais c'était un début. Juin arriva. Bordeaux était écrasé de chaleur. Dans la chambre 12, les stores étaient tirés, mais la lumière dorée du soir filtrait quand même. Étienne avait repris les exercices, doucement, très doucement. Chaque mouvement était une montagne à gravir. Mais Juliette était là, tous les jours, avec sa patience infinie. Un soir, alors qu'elle l'aidait à faire des étirements des doigts, Étienne dit soudainement « Épouse-moi ». Juliette faillit lâcher sa main. « Quoi ? Épouse-moi ». Il la regardait avec une intensité brûlante. « Je sais que c'est fou, je sais que je ne suis pas ce que tu mérites. Mais je t'aime et je veux passer le reste de ma vie avec toi, que ce soit long ou court, debout ou dans ce lit. Je m'en fous, tant que tu es là. » Juliette secoua la tête, les larmes aux yeux. « Étienne, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous êtes, ne me dis pas, ce que je pense. Je sais exactement ce que je dis. » Il rassembla toutes ses forces pour serrer sa main. « Je t'aime, je veux t'épouser. Pas quand, j'irai mieux. Maintenant. » Pourquoi maintenant? Parce que demain n'est jamais sûr, parce que j'ai attendu 42 ans pour comprendre ce qu'est l'amour. Je ne veux pas attendre 1 minute de plus. Juliette éclata en sanglots. « Les gens vont dire que je vous ai manipulé, que je profite de vous. Je m'en fous des gens. Votre famille va vous détester. Votre frère va dire « Mon frère peut aller en enfer. » Étienne sourit faiblement. « Alors, c'est... » « Oui ?» Juliette le regarda longuement. Cet homme qui avait tout perdu et tout retrouvé, sauf sa santé. Cet homme qui l'aimait malgré ou peut-être à cause de tout ce qui s'était passé. « Oui » murmura-t-elle. « Oui, je veux vous épouser. » Étienne ferma les yeux, souriant. Pour la première fois depuis la rechute, il sentit quelque chose qu'il croyait perdu à jamais. De l'espoir. L'annonce du mariage fit l'effet d'une bombe. Maître Rousseau, toujours pragmatique, posa les questions qui fâchent lors d'une réunion confidentielle dans la chambre 12, 2 jours après la demande. « Monsieur Lambert, je dois vous parler en toute franchise. Votre décision d'épouser mademoiselle Armand dans votre état actuel va déclencher des réactions. »« Je sais, » dit Étienne, la voix plus assurée qu'avant. Les exercices d'orthophonie portèrent leurs fruits. Votre frère Maxime va contester. Il va prétendre que vous n'êtes pas en pleine possession de vos facultés mentales, que mademoiselle vous manipule. Juliette, assise dans le coin de la pièce, pâlit. Peut-être qu'on devrait attendre. Non, coupa Étienne fermement. On n'attend pas. Maître, faites. Évaluez. Ma santé mentale, psychiatre, neurologue, tous les experts. Que vous voulez. Je prouverai que je suis sain d'esprit. Rousseau hocha la tête. Très bien. Je m'en occupe, mais je dois aussi vous parler du contrat de mariage. Séparation de biens, dit immédiatement Étienne. Juliette ne touchera de rien de mes actifs avant ma mort. Et même là, je veux qu'elle soit protégée, mais que personne ne puisse dire qu'elle m'a épousé pour l'argent. Juliette se leva brusquement. Étienne, non, je ne veux pas de votre argent. Je sais, c'est pour ça que je veux te protéger. Il la regarda avec tendresse. « Si on ne fait pas un contrat blindé, ils vont te détruire, les médias, ma famille, tout le monde. Je ne veux pas que tu souffres. Je me fiche de ce que les gens pensent. Moi non, je me fiche de moi, mais pas de toi. » Rousseau tout sauta diplomatiquement. « Je vais préparer les documents. Vous les lirez tous les deux calmement, et on en rediscutera. » Les jours suivants confirmèrent les pires craintes. L'information fuit, probablement par une infirmière bavarde, et les journaux s'emparèrent de l'histoire. Le magnate déchu épouse sa femme de chambre, titrait Le Parisien. Histoire d'amour ou manipulation? L'étrange mariage d'Étienne Lambert, clamait Le Figaro. Quand Cendrillon rencontre un millionnaire malade, conte de fées ou arnaque, spéculait Paris Match. Les commentaires en ligne étaient encore pires.
cruels, venimeux. Juliette fit l'erreur de les lire un soir et passa la nuit à pleurer dans son studio. Elle a bien joué, la petite. Elle s'est mise à genoux pour nettoyer ses toilettes, maintenant qu'elle va nettoyer son compte en banque. Un vieux croulant désespéré qui se fait avoir par une opportuniste. Classique. Elle devrait avoir honte. Il est vulnérable, malade. C'est de l'abus de faiblesse. Le lendemain, Juliette arriva au travail, les yeux rouges. Elle essaya de se composer un visage neutre, mais dès qu'elle entra dans la chambre 12, Étienne vit. « Tu as lu les journaux ?» Elle hocha la tête, incapable de parler. « Viens là. » Elle s'approcha, s'assit sur le bord du lit. Étienne prit sa main entre les siennes, encore tremblante, mais de plus en plus ferme. « Regarde-moi. » Sa voix était douce, mais autoritaire. « Ces gens ne nous connaissent pas. Ils ne savent rien de ce qu'on a vécu, de qui tu es, de qui je suis devenu. Leurs mots ne sont que du bruit. C'est facile à dire, mais moi, je dois vivre avec. Dans le tramway, les gens me reconnaissent maintenant. Ils chuchotent. Je sais, et je suis désolé. Il serra sa main. Si tu veux, arrêtez. Si c'est trop dur, je comprendrai. Juliette leva les yeux, choquée. Vous voulez annuler? Non, mais je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Tiens, trop tard, dit-elle avec un sourire triste. Je souffre déjà, mais pas à cause de vous, à cause d'eux. Et je ne les laisserai pas gagner. Tu es sûre? Certaine. Elle essuya ses larmes. On va se marier, et ils pourront tous aller se faire voir. Étienne rit, un vrai rire rauque mais authentique. Voilà, ma guerrière. Maxime Lambert débarqua accompagné de 2 avocats et d'un huissier. Il exigea une réunion avec Étienne, maître Rousseau présent. « Tu es devenu fou », attaqua-t-il d'emblée sans préambule. « Épouser une domestique? Une fille qui a 30 ans de moins que toi? 14 ans, corrigea Étienne calmement. Et elle n'est pas une domestique. Elle s'appelle Juliette. Peu importe comment elle s'appelle, elle te manipule. J'ai passé tous les tests, psychiatriques, neurologiques, 3 experts, différents. Tous sont confirmés que je suis sain d'esprit. » Maître Rousseau glissa les rapports sur la table. Maxime les balaya d'un geste rageur. « Des rapports achetés. Fais-moi évaluer par tes propres experts. »« Alors, » proposa Étienne, « je n'ai rien à cacher. » Maxime se leva, commença à faire les 100 pas. « Écoute, soyons honnêtes. Cette fille veut ton argent. C'est évident. Séparation de biens. Elle n'aura accès à rien. Aujourd'hui, mais demain, dans 1 an, elle va te convaincre de changer le contrat, de faire un testament en sa faveur. Mon testament est déjà fait, coupa Étienne. 80% vont à une fondation pour la recherche neurologique, 10% à mes employés fidèles, 5% à Juliette et 5% à toi, Maxime, même si tu ne le mérites pas. Le silence tomba. Maxime se rassit lourdement. 5%, c'est tout. Tu n'étais pas là. Quand j'étais mourant, tu es venu. Pour l'argent, pas pour moi. Étienne le regarda droit dans les yeux. Juliette était là, tous les jours. Elle m'a nourri, lavé, écouté. Elle ne savait même pas combien je valais. Au début, elle s'en fichait. Je suis ton frère. Tu es mon frère. De sang, pas de cœur. La voix d'Étienne était froide maintenant, tranchante. Tu m'as abandonné quand j'avais besoin de toi. Elle est restée. Alors oui, elle mérite. Bien plus que toi. Maxime se leva d'un bond, le visage rouge. Tu le regretteras. Je vais contester ce mariage. Je vais. Fais ce que tu veux, mais sors de ma chambre et ne reviens pas. Après le départ de Maxime, Étienne resta silencieux un long moment. Maître Rousseau referma son dossier. Vous avez fait ce qu'il fallait. J'ai coupé le dernier lien avec ma famille. Était-ce vraiment un lien ou juste une obligation toxique? Étienne réfléchit. Tu as raison, mais ça fait quand même mal. C'est normal. La liberté a toujours un prix. Juillet apporta une chaleur étouffante. Bordeaux cuisait sous un soleil de plomb. Dans la chambre 12, même avec la climatisation, l'air semblait lourd, chargé d'électricité. Étienne progressait. Lentement mais sûrement. Il pouvait maintenant s'asseoir seul,
tenir une tasse, prononcer des phrases presque fluides. La kinésithérapie intensive payait. Mais le chemin était long, épuisant, décourageant. Un après-midi, alors que Juliette était partie faire des courses pour leur futur appartement, ils avaient trouvé un petit 2 pièces dans le quartier des Chartrons, Étienne reçut une visite inattendue. Nadia, la chef d'équipe de ménage, frappa à la porte. « Monsieur Lambert, je peux vous parler ?»« Bien sûr. Entrez. » Elle entra, mal à l'aise, tortillant son tablier entre ses mains. « Je voulais vous dire quelque chose. Sur Juliette. » Le cœur d'Étienne se serra. Quoi? Les gens parlent. Dans l'hôtel, ils disent des choses horribles. Que Juliette est une arriviste, une profiteuse. Nadia leva les yeux et Étienne vit de la colère sincère dans son regard. « Je voulais que vous sachiez que c'est faux, complètement faux. »« Je sais. »« Non, vous ne savez pas tout. » Nadia s'assit sur une chaise. « Juliette travaille ici depuis 4 ans. Jamais une plainte, jamais un retard. Elle envoie la moitié de son salaire à sa famille à Toulouse. Sa mère est malade, son père ne peut plus travailler. Elle vit dans un studio de 20 mètres carrés à Bacalan, un quartier pas terrible. Elle mange des pâtes tous les soirs pour économiser. » Étienne écoutait, le cœur serré. « Quand vous êtes tombé malade, elle aurait pu vous ignorer comme tout le monde. Mais non, elle est restée. Et vous savez ce qui est drôle? Elle ne savait même pas qui vous étiez vraiment. Elle pensait que vous étiez juste un client, un homme malade qu'elle voulait aider. Pourquoi? Vous me racontez ça? » Nadia sourit. « Parce que Juliette ne le fera jamais. Elle est trop humble. Mais je veux que vous sachiez que si vous l'épousez, vous n'épousez pas une opportuniste. Vous épousez la personne la plus généreuse, la plus authentique que j'ai jamais connue. » Elle se leva. « Et si quelqu'un ose dire le contraire devant moi, je lui casse la figure. » Après son départ, Étienne resta longtemps silencieux, submergé par l'émotion. Il savait déjà que Juliette était exceptionnelle, mais entendre quelqu'un d'autre le confirmer avec tant de véhémence le touchait profondément. Quand Juliette revint en fin d'après-midi, chargée de sacs, les joues rouges de chaleur, il lui dit simplement « Je ne te mérite pas. » Elle posa ses sacs, surprise. « Pourquoi vous dites ça? » « Parce que c'est vrai. Tu es extraordinaire. Et je suis juste un homme cassé. » Juliette s'approcha, s'agenouilla devant son fauteuil. « Vous savez ce que je vois quand je vous regarde? Un infirme? Non. Je vois un homme qui a été brisé et qui se reconstruit. Je vois quelqu'un qui a perdu son arrogance et trouvé son humanité. Je vois l'homme que j'aime. » Elle prit son visage entre ses mains. « Vous n'êtes pas cassé, Étienne. Vous êtes en reconstruction. C'est différent. » Il ferma les yeux, laissant ses mots pénétrer. « Comment fais-tu pour toujours trouver les mots justes? Je ne sais pas. Je dis juste ce que je ressens. » Août arriva avec son cortège de touristes et de chaleur. Le mariage était prévu pour début septembre, dans une petite chapelle de Saint-Émilion. Juliette avait choisi cette ville viticole parce que son père y avait travaillé jadis et qu'elle adorait ses ruelles médiévales. Mais une semaine avant la cérémonie, l'impensable se produisit. Étienne, qui avait fait d'énormes progrès, était maintenant capable de marcher avec une canne sur de courtes distances. Il s'entraînait chaque jour dans le couloir de l'hôtel, déterminé à marcher jusqu'à l'hôtel sans aide. Ce matin-là, il était seul. Juliette était partie à Saint-Émilion pour les derniers préparatifs. Les infirmières étaient en pause. Étienne décida de faire quelques pas supplémentaires. Il quitta la chambre 12, s'appuyant sur sa canne. 1 pas, 2, 10. Il se sentait bien. Fort même. Peut-être pourrait-il aller jusqu'à l'ascenseur aujourd'hui. Mais au 15e pas, sa cheville droite se tordit. Il perdit l'équilibre. La canne lui échappa. Et il tomba. Le choc fut brutal. Sa tête heurta le coin d'une console décorative. Il sentit quelque chose de chaud couler sur son visage. Puis ce fut le noir. Il se réveilla aux urgences du CHU Pellegrin, des voix autour de lui, des lumières blanches, et le visage terrifié de Juliette penché sur lui. « Étienne! Oh mon Dieu, Étienne! Qu'est-ce qui? Vous êtes tombé. Vous avez une commotion cérébrale et 12 points de suture au-dessus de l'œil. » Ses yeux étaient rouges, gonflés. « J'ai cru vous perdre. Quand l'hôpital a appelé, j'ai cru. » Elle ne termina pas sa phrase, éclatant en sanglots. Étienne voulut la rassurer, mais une douleur fulgurante lui transperça le crâne. Le docteur Moreau arriva, le visage grave. « Monsieur Lambert, vous avez eu de la chance. La chute aurait pu être fatale.
Mais je dois vous dire quelque chose. Votre système nerveux est extrêmement fragile. Une autre chute comme celle-là, et les conséquences pourraient être irréversibles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez accepter vos limites. Ne plus vous surmener. Ne plus prendre de risques inutiles. Le médecin marqua une pause. Et peut-être reconsidérer certains projets. Étienne comprit immédiatement. Le mariage. Je ne vous dis pas de l'annuler, mais marcher jusqu'à l'hôtel, c'est dangereux. Vous pourriez tomber de nouveau. Vous pourriez mourir, termina Étienne. Oui. Juliette serrait sa main si fort qu'elle lui faisait mal. On va reporter. Ou faire la cérémonie ici, à l'hôpital, je m'en fiche, du moment que vous allez bien. Mais Étienne savait. Il voyait dans les yeux de Juliette la peur, la vraie peur, celle qu'elle avait refoulée pendant des mois. La peur de le perdre pour de bon. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôpital, ils avaient obligé Juliette à rentrer se reposer. Étienne fit face à ses démons. Il regarda le plafond blanc, écoutant les bips réguliers du moniteur cardiaque. Sa tête le lançait. Son corps entier était douloureux. Et pour la première fois depuis des mois, il se demanda s'il ne faisait pas une erreur monumentale. Juliette mérite mieux que ça. La pensée le frappa comme un coup de poing. Elle méritait un homme entier, fort, capable de la protéger. Pas un invalide qui risquait de mourir à chaque faux pas. Pas quelqu'un qu'elle devrait soigner jusqu'à la fin de ses jours. Je suis égoïste. Je la retiens par amour, mais c'est une prison dorée. Il pensa à leur futur. Elle qui rêvait d'avoir des enfants un jour. Lui qui ne pourrait peut-être jamais les porter, jouer avec eux, être un vrai père. Elle qui aimait randonner. Elle lui avait raconté ses escapades dans les Pyrénées. Lui qui ne monterait probablement jamais une montagne. Je vais la détruire à petit feu. Les larmes coulèrent, silencieuses, amères, des larmes de désespoir et de lucidité cruelle. Vers 3 heures du matin, il prit une décision. Il demanda à l'infirmière de nuit d'appeler Maître Rousseau d'urgence. L'avocat, réveillé en pleine nuit, arriva 1 heure plus tard, en jogging et lunettes de travers. « Monsieur Lambert, que se passe-t-il? Je veux préparer une lettre pour Juliette. Une lettre pour lui dire que je renonce au mariage. » Sa voix se brisa. Qu'elle doit vivre sa vie sans moi. Rousseau le fixa longuement. « Vous êtes sérieux? » « Oui. Et vous pensez que c'est ce qu'elle veut? » « Non, mais c'est ce dont elle a besoin. » Monsieur Lambert. L'avocat s'assit, soudainement très sérieux. « Je vais vous raconter quelque chose. J'ai été marié pendant 30 ans. Ma femme, Isabelle, est morte d'un cancer il y a 5 ans. Les 3 dernières années de sa vie ont été un enfer. Chimio, douleur, dégradation. Je l'ai vue se transformer en ombre. Étienne écoutait, le cœur serré. À un moment, elle m'a dit exactement ce que vous voulez dire à Juliette. « Pars, tu mérites mieux, je te retiens. » Rousseau essuya une larme discrète. « Et vous savez ce que j'ai répondu? Je t'ai épousé pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est le pire, mais c'est toujours toi. Et je t'aime. Ce n'est pas la même chose. Ça est exactement la même chose. L'amour le vrai, ce n'est pas aimer quelqu'un quand tout va bien, c'est rester quand tout s'effondre. » Il se pencha en avant. « Juliette sait dans quoi elle s'engage. Elle n'est pas idiote. Elle a vu votre pire, et elle choisit de rester. Qui êtes-vous pour lui retirer ce choix? Je veux la protéger. Vous voulez la protéger ou vous protégez, vous? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez peur. Peur qu'elle vous quitte. Alors vous la quittez en premier. » Les mots frappèrent Étienne comme une gifle. Était-ce vrai? Avait-il peur d'être abandonné de nouveau, comme par Claire, comme par tous les autres? Je ne sais plus. Alors demandez-lui ce qu'elle veut, pas ce que vous pensez qu'elle devrait vouloir. Juliette arriva à l'hôpital à 7 heures du matin, les yeux cernés, un sac avec des viennoiseries et du café. Elle trouva Étienne assis dans son lit, les yeux rouges. « Vous n'avez pas dormi », constata-t-elle immédiatement. « Non. » Elle posa le sac, s'assit près de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Étienne prit une grande inspiration. « Juliette, je dois te poser une question. Et je veux la vérité, la vraie. D'accord. Est-ce que tu es heureuse, vraiment heureuse? Ou est-ce que tu restes par pitié, par obligation? » Juliette le regarda, stupéfaite. « Quoi? Je suis un fardeau. Tu passes tes journées à t'occuper de moi. Tu ne sors plus, tu n'as plus de vie sociale, à cause de moi.
Étienne. Non, laisse-moi finir. Il prit sa main. Je t'aime, plus que tout, mais je ne veux pas que tu sacrifies ta vie. Tu as 28 ans. Tu pourrais rencontrer quelqu'un de normal, avoir des enfants, voyager, être libre. Vous avez fini? Demanda-t-elle, la voix tremblante de colère contenue. Oui. Bien. Alors écoutez-moi. Elle se leva, commença à faire les 100 pas. Vous croyez que je reste par pitié? Vous croyez vraiment ça? Je reste parce que je vous aime, espèce d'idiot, cria-t-elle soudainement. Je reste parce que quand je me réveille le matin, la première chose à laquelle je pense, c'est vous. Parce que quand je vous vois sourire, mon cœur fait des bonds. Parce que quand vous me prenez la main, même avec vos doigts tremblants, je me sens entière. Étienne était figé, bouche ouverte. Vous parlez de sacrifice? Mais vous ne comprenez pas que vous m'avez sauvé aussi. Les larmes coulaient maintenant. Avant vous, je travaillais comme une machine. Je nettoyais des chambres, je rentrais chez moi, je mangeais, je dormais. C'était vide. Vous m'avez donné un but, une raison de me battre. Quelqu'un à aimer. Juliette, je m'en fiche que vous soyez dans un fauteuil ou debout. Je m'en fiche que vous ne puissiez pas escalader des montagnes. Tout ce qui compte, c'est vous, votre cœur, votre âme, l'homme que vous êtes devenu. Elle s'approcha, prit son visage entre ses mains. Et si vous osez encore me dire que vous me libérez, ou que je mérite mieux, je vous jure que je vous frappe avec votre canne. Étienne éclata de rire à travers ses larmes. D'accord, message reçu. Bien. Elle essuya ses joues. Maintenant, on arrête ces conneries et on se marie, dans un fauteuil roulant si nécessaire. Je m'en fous. Je veux marcher. Alors vous marcherez, mais appuyez sur moi. Ensemble. Ensemble, répéta-t-il. Elle l'embrassa, doucement d'abord, puis avec une intensité désespérée, comme si elle voulait lui faire comprendre à travers ce baiser tout ce qu'elle ressentait. Quand ils se séparèrent, Étienne souriait. « Je ne te laisserai plus jamais partir. »« Bien. Parce que je ne partirai jamais. » Le 7 septembre était une journée parfaite. Le ciel bordelais était d'un bleu éclatant, sans un nuage. À Saint-Émilion, les vignes dorées s'étendaient à perte de vue, lourdes de raisins prêts pour les vendanges. La petite chapelle romane de Saint-Martin, perchée sur la colline, était simple mais magnifique. Pas de fleurs extravagantes, pas de décoration tape à l'œil. Juste des bougies, quelques bouquets de lavande et la lumière dorée filtrant à travers les vitraux. Il n'y avait que 17 invités. Maître Rousseau et sa fille, Nadia et 3 collègues de l'hôtel, le docteur Moreau, qui avait insisté pour venir au cas où, Franck, le kinésithérapeute bourru, qui avait finalement pris Étienne en affection, la sœur de Juliette, Émilie, venue de Toulouse avec son mari et ses enfants, et quelques amis sincères qui n'avaient jamais abandonné. Pas de Maxime, pas de Claire, pas des anciens amis parisiens, juste les gens qui comptaient vraiment. Juliette attendait dans la sacristie, le cœur battant. Elle portait une robe simple en crêpe ivoire, achetée dans une boutique de créateur local à Bordeaux. Pas de voile, juste une couronne de fleurs des champs dans ses cheveux détachés. Elle était nerveuse, terrorisée même. « Et s'il tombe ?» murmura-t-elle à sa sœur. « Il ne tombera pas. Tu seras là. Et si les gens le jugent? Les seules personnes ici l'aiment. Vraiment. » Émilie prit les mains de Juliette. « Tu es sûre de toi? Plus que de n'importe quoi d'autre dans ma vie. Alors vas-y, ton homme t'attend. » La musique commença, un simple violon jouant « La vie en rose ». Juliette sortit de la sacristie et s'arrêta en haut de l'allée. Étienne était là, debout, appuyé sur sa canne, certes, tremblant légèrement, mais debout. Il portait un costume gris clair, simple, élégant. Ses cheveux grisonnants étaient coiffés impeccablement, et quand il vit Juliette, son visage s'illumina d'un sourire qu'elle n'oublierait jamais. Elle avança lentement. Chaque pas lui semblait irréel. Était-ce vraiment en train de se produire? Quand elle arriva à sa hauteur, Étienne lui tendit sa main libre, celle qui, quelques mois auparavant, ne pouvait même pas bouger. « Tu es magnifique », murmura-t-il. « Vous aussi », souffla-t-elle. Le prêtre, un vieil homme doux qui avait connu le père de Juliette, commença la cérémonie avec des mots simples mais profonds. Le mariage est une union sacrée, mais plus encore, c'est un choix. Chaque jour, vous choisirez de vous aimer, dans la joie comme dans l'épreuve, dans la santé comme dans la maladie, dans l'abondance comme dans le besoin.
Les mots résonnaient étrangement justes. Ils avaient déjà traversé tant d'épreuves. Le reste ne serait que la suite du chemin. Quand vint le moment des vœux, Étienne prit une profonde inspiration. « Juliette, je n'étais rien. Avant toi. Oh, j'avais de l'argent, du pouvoir, du succès. Mais j'étais vide. Tu m'as appris ce qu'est l'humanité, la compassion, l'amour vrai. » Sa voix tremblait d'émotion. « Je ne peux pas te promettre une vie facile. Je ne peux pas te promettre que je ne retomberai pas. Mais je peux te promettre que je me battrai chaque jour pour être l'homme que tu mérites et que je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. » Juliette pleurait ouvertement maintenant. « Étienne, vous m'avez appris que l'amour n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence. Vous êtes resté présent dans votre douleur, dans votre vulnérabilité. Et moi, je promets de rester présente, toujours, dans les bons jours comme dans les mauvais. Je vous aime, pas malgré ce que vous avez traversé, mais peut-être même à cause de ça. Parce que ça vous a transformé en l'homme extraordinaire que je vois devant moi. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. « Étienne Lambert, acceptez-vous de prendre Juliette Armand pour épouse ?»« Oui, de tout mon cœur. »« Juliette Armand, acceptez-vous de prendre Étienne Lambert pour époux ?»« Oui, pour toujours. » « Alors, par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Étienne laissa tomber sa canne. Maître Rousseau la rattrapa rapidement et prit le visage de Juliette entre ses mains. Il l'embrassa avec une tendresse infinie, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Parce qu'elle l'était. Les applaudissements éclatèrent, des rires mêlés de larmes. Le docteur Moreau essuya discrètement ses yeux. Nadia siffla joyeusement. Quand le baiser se termina, Juliette murmura « On l'a fait, on l'a fait », répéta Étienne en souriant. Ils sortirent de la chapelle sous les pétales de rose lancés par les enfants d'Émilie. Le soleil de septembre les enveloppait de chaleur. Les vignes ondulaient dans la brise légère. Et pour la première fois depuis plus d'1 an, Étienne Lambert se sentit pleinement, totalement, incroyablement vivant. La maison de pierre se dressait au milieu des vignes, à quelques kilomètres de Saint-Émilion. Petite, modeste comparée au palace qu'Étienne avait possédé, mais infiniment plus belle. Volets bleus, toits de tuiles rouges, jardin sauvage où poussaient lavande et romarin. C'était une journée d'octobre doré. Étienne était assis sur la terrasse, un ordinateur portable sur les genoux. Il tapait lentement. Ses doigts avaient été récupérés, mais gardaient une raideur permanente. Les dernières pages de son livre. Le silence du cœur. Comment j'ai tout perdu et tout retrouvé. Le manuscrit serait publié en janvier par une petite maison d'édition bordelaise. Ce n'était pas pour l'argent. Il avait suffisamment d'argent, c'était pour témoigner, pour dire à d'autres que la chute n'est pas la fin, que la reconstruction est possible. « Tu en es où ?» demanda Juliette en sortant sur la terrasse avec 2 tasses de café. Dernier chapitre. Elle s'assit à côté de lui, posa sa tête sur son épaule. Il l'embrassa sur le front. « Tu sais quoi ?» dit-elle en regardant les vignes qui s'étendaient à l'infini. « Quoi ? Je suis heureuse. Vraiment heureuse. Moi aussi. » Leur vie avait radicalement changé. Étienne avait cédé la direction de Lambert Hotels à une équipe de confiance, gardant seulement une participation minoritaire. L'argent était là, mais ce n'était plus la priorité. Juliette avait ouvert un petit restaurant dans le village voisin, le Jardin de Juliette, où elle cuisinait les recettes de son enfance. Cassoulet, confit de canard, tarte aux prunes. Des plats simples, authentiques, qui attiraient les locaux et quelques touristes chanceux. La chambre 12 du Grand Hôtel Lambert avait été transformée en espace de soutien pour les employés en difficulté, problèmes de santé, financiers, personnels. Une petite fondation gérait le lieu. Étienne y passait 1 fois par mois pour écouter, conseiller, aider. Il marchait maintenant sans canne la plupart du temps, avec une légère claudication, certes, mais debout, libre. « J'ai reçu un message de Maxime, » dit Juliette doucement. Étienne leva les yeux. « Ah oui ? Il veut te voir. Il dit qu'il regrette. » Étienne réfléchit longuement. La colère s'était éteinte avec le temps. Restait juste une tristesse vague pour ce qu'ils auraient pu être. Peut-être, un jour, mais pas maintenant. C'est ton droit. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant le chant des cigales et le bruissement du vent dans les vignes. « Tu sais ce qui me fascine ?» dit Étienne soudainement.
Quoi? Il a fallu que je tombe, que je perde tout, pour enfin trouver l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Il prit sa main, entrelaça leurs doigts. Toi, ça, cette vie simple, ce silence paisible qui n'a plus rien à voir avec le silence de la chambre 12. Juliette sourit. Le silence du cœur. Exactement. Le soleil déclinait lentement sur les collines. Les raisins attendirent les vendanges. Quelque part dans le village, les cloches sonnaient l'heure. Et dans cette maison de pierre perdue dans les vignes, deux personnes qui n'auraient jamais dû se rencontrer étaient assises côte à côte, main dans la main, regardant leur futur avec sérénité. Étienne Lambert avait été un titan, puis un homme brisé. Maintenant, il était simplement humain. Et c'était suffisant. C'était même tout.